Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En ce jour, je tourne la vidéo. Excusez-moi, ça va vous faire des bip bip dans la vidéo. Je m'en excuse, ça ne doit pas être très agréable à entendre. C'est le chronomètre pour savoir combien de temps dure la vidéo. Quand je vois que ça commence à devenir long, j'accélère, etc. Bref. Aujourd'hui, en ce jour où je tourne cette vidéo, nous sommes le 3 septembre. Le 3 septembre, donc vos enfants ont dû reprendre l'école. J'espère que leur rentrée s'est bien passée. Pour les personnes qui sont en coaching avec moi, c'est inévitablement un sujet qui sera abordé en consultation. Quand la rentrée se passe pas bien, on va travailler un peu sur toute cette notion parentale, sur les problématiques, s'il y a des effets miroirs, etc. Et voilà, voilà. Moi, mes enfants, mon fils passe en première cette année. Et cette année, bac français, mais aussi bac de maths. Il y a une réforme avec un bac de maths en première. Et ma fille rentre en 6e, donc grand cap psychologique. Hein, voilà. Elle avait d'ailleurs quelques inquiétudes il y a quelques mois, et puis un trop-plein du fait qu'il y avait eu aussi un décès dans la famille. Un trop-plein d'émotions qui avait débordé, beaucoup d'inquiétudes, ça brassait, beaucoup de larmes, et ce qui m'avait poussé à avoir des grandes conversations avec elle sur la mort, sur plein de choses, le fait qu'elle avait peur de ne pas se sentir à la hauteur, les inquiétudes qu'elle avait en toute humilité, elle s'est ouverte sur les inquiétudes qu'elle avait sur cette rentrée au collège. Et voilà, sur tout ça. Et on a eu des grandes conversations et cela a permis d'alléger son mental et ses peurs. Vous voyez, contraction. Donc la rentrée s'est bien passée, mais c'est pas pour autant que je me repose sur mes lauriers. Les guides le voient. Je reste vigilante parce que là, maintenant, c'est le cap de la rentrée. Et c'est là où elle passe sur le terrain. Donc moi, ayant entendu qu'elle avait des inquiétudes, je reste là à voir, à tenir les promesses que je lui ai tenues à l'époque pour l'apaiser. C'est que je serai très présente sur cette phase de transition. Elle a peur de se perdre dans la multitude de devoirs du fait de passer de primaire à collège, hein, vous voyez ce genre d'inquiétude que vos enfants peuvent avoir aussi. Donc j'ai dit que je serai très présente, qu'elle ne s'inquiète pas, et je vérifie un peu avec elle pour l'apaiser, être sûre qu'elle s'est pas trompée dans ses affaires, qu'elle a bien fait ses devoirs, etc. S'il y a quelque chose qu'elle comprend pas, j'ai dit on revérifiera le soir et je te réexpliquerai s'il y a des choses où tu as été largué dans la journée, t'inquiète pas. Donc en fait, j'ai gardé en tête ces inquiétudes. Je n'ai pas fait d'Alzheimer parce que je vois qu'elle va mieux. Non, 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 non. J'ai bien gardé en tête et mémorisé ces inquiétudes. Et maintenant qu'on est au moment et à l'instant T en train de le vivre, je suis là comme j'avais promis. Je tiens mon engagement. Donc, je suis là en support, ça ne veut pas dire que c'est moi qui fais tout, je suis là en support et le but c'est de la rassurer et de lui montrer, bah, tu vois, tu as bien géré, tu as bien fait les choses pour booster sa confiance en elle, contraction confirmée, vous voyez, et voilà comment on gère quand quelqu'un vous a fait part qu'il avait des inquiétudes. Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que, on ne va pas se mentir, dans la plupart des cas, quand vous avez entendu quelqu'un qui vous a fait part d'inquiétudes, alors attention, hein, il faut les avoir verbalisées. Il faut que les inquiétudes aient été verbalisées. Si les inquiétudes ont été dites à demi-mot, à 5%, c'est pas clair, c'est flou, et que l'autre pense que vous avez deviné ce qui n'a pas été verbalisé, non. Je parle quand il y a eu une vraie conversation, qu'on a réellement expliqué en toute humilité, voici mes peurs, voici mes inquiétudes. Parfois,
vous avez tendance, si vous voyez que la personne va bien, vous dire c'est bon, le truc il est passé. Non. Inévitablement, ma fille allait bien pendant les vacances, mais elle n'était pas dans la phase sur le terrain en train de le vivre. Inévitablement, voilà septembre, on y est, c'est la rentrée. On ne peut pas se dire parce qu'elle a bien joué dans la piscine cet été, ça veut dire que le problème est réglé. Sur votre parcours FJ, vous procédez de la même façon entre vous, entre jumeaux. Parfois, le chaser qui est yin et qui a cette capacité à communiquer ses peurs et ses inquiétudes, communique ses peurs et ses inquiétudes au runner. Et le runner, la plupart du temps, va très rapidement oublier ce paramètre et lui refaire vivre tout ce qui fait souffrir son chaser. Et il ne tient pas réellement ses engagements avec. Parfois, il est sympa une journée, 2 journées. Et il recommence à faire ce qui lui a fait du mal avant. Vous voyez, ça, c'est un manque de connexion à l'autre. C'est, je vais quand même repartir dans ce qui m'est confortable à moi et j'espère qu'un jour, tu vas t'y habituer. Contraction. Ça, c'est une méthode typique de pervers narcissique. Donc, c'est inévitable qu'à un moment, quand le runner fait ça sans arrêt à son chaser, le chaser, il se dit « Mon runner agit tout le temps comme un pervers narcissique. » Le chaser finit par penser que le runner en est un. Malheureusement. Et certains chasers se diront, hein, quand je dis ça, je mens pas, hein, il y a beaucoup de chasers qui viennent à moi en se disant « Peggy, je pense être sur un parcours FJ, mon runner s'appelle Tintintin, peux-tu vérifier avec les guides si c'est réellement mon runner ?» D'un autre côté, je ne suis pas sûre, car je me demande si c'est pas tout simplement un pervers narcissique que j'ai croisé. J'espère que c'est pas lui et que c'est quelqu'un d'autre, parce que le parcours FJ serait drôlement toxique. Vous voyez? Ça, c'est ce que j'entends souvent. Ça vous donne un peu, en données et en informations, l'ampleur de la souffrance que vit le chaser avec le runner qui répète toujours les mêmes choses. La semaine dernière, l'axe de la semaine, c'était celui qui n'a pas tiré de leçon de l'histoire sera toujours voué à la répéter. Vous vous rappelez? Cette semaine, c'est le trop qui mène au chaos en axe de semaine. Et la phrase de mardi, c'est la règle des 3 R. Respect de soi-même, respect des autres et responsabilité de tous vos actes. Inévitablement, si on prend ce cas de figure, respect des autres, dans le cas de figure, moi, avec ma pucinette, ben, je la respecte, je n'ai pas été que dans du blabla lui faire des promesses pour qu'elle soit pas triste ce jour-là, pour la consoler, et pour que 2 ou 3 mois après, quand on va vivre la situation, ne pas tenir mes promesses. Non. 2-3 mois après, je suis là sur le terrain, je tiens mon engagement, je suis dans le respect de sa personne, je prends compte qu'elle a ses inquiétudes, elle a ses peurs, et je tiens mes promesses. Responsabilité de tous vos actes. Oui, je lui ai promis des choses, j'endosse ma responsabilité de ce que je lui ai promis. Je ne lui ai pas tenu un discours de blabla pour l'apaiser et avoir la paix, pour après, dans 2-3 mois, me dire « Elle a sûrement oublié, je vais pouvoir faire de la merde. » Non. Donc, par rapport à tout ça, je tiens mes engagements. Il y a quelque temps, j'ai aussi fait des promesses à mon fils cet été sur des inquiétudes qu'il avait et je tiens mon engagement, il le voit. Je ne fais pas des promesses dans le vent. Je lui ai promis que je l'aiderais sur quelque chose, c'est-à-dire faire beaucoup d'allers-retours en voiture
tant qu'il n'a pas son permis, pour répondre à un de ses besoins personnels. Et il le voit, je le fais. Je le fais. J'ai rien à y gagner. Je rends ce service car il a besoin de moi vu qu'il n'a pas son permis. Je sais que c'est important pour lui, je le fais. Je l'ai déjà fait cet été pour qu'il aille travailler. Je continue en cette rentrée. Pour des sujets plus personnels. Est-ce que vous, ça vous le faites? Ou est-ce que dans ce portail de l'excusite, le moment venu, vous vous trouvez des excuses pour ne pas le faire? On est dans le portail de l'excusite. Est-ce que vous êtes quelqu'un de fiable? Est-ce que vous êtes quelqu'un de sécure pour les gens autour de vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un de stable? Est-ce que ce que je pense, je le dis, je le fais? Ou est-ce que vous vendez en mode séduction, je suis ceci, je suis cela, mais quand on est sur le terrain et qu'il faut passer à l'action, là, il n'y a personne. Et que vous vous trouvez des excuses et vous allez aller baratiner l'autre en vous réfugiant derrière des excuses. Est-ce que vous êtes capable de donner? Est-ce que vous faites des promesses pour obtenir, mais le jour J, quand il faut passer à l'action et vraiment donner, là, il n'y a plus personne. C'est en général la problématique que la plupart des chasers vivent avec leur runner. Plein de chasers peuvent le confirmer en dessous de la vidéo. C'est-à-dire que un runner est capable de faire de jolies promesses à son chaser pour réussir à passer un week-end avec elle ou pour l'amener dans son lit, mais une fois que ça, il a obtenu ce qu'il voulait, il ne tiendra pas sa promesse. Il n'y aura plus personne. Quand il s'agit de réellement donner, il n'y a plus personne. Ce manque de respect envers toi, ce manque de loyauté, c'est-à-dire il n'est que loyal envers lui dans sa relation avec le chaser. Je ne dis pas que c'est le cas dans toutes ses relations, contraction, mais dans sa relation avec son chaser, il n'est loyal qu'envers lui. Il n'est jamais loyal envers elle. Et d'ailleurs, les guides me demandent de rappeler que de toute façon, ce manque de loyauté dans le parcours fait que la plupart du temps, le runner décide tout seul, comme si le chaser n'avait même pas un mot à dire. Il fait les questions-réponses et il décide tout seul. En général, tous les rêves que les chasers font où le runner apparaît dans le rêve, le runner est quelqu'un de très instable dans le rêve. C'est-à-dire que le runner vient et il disparaît. Il invite, par exemple dans le rêve, il invite le chaser chez lui, mais il parle à tout le monde sauf à elle. Il parle aux autres, il fait la fête avec les autres et elle, il la ghost totale. Il ne lui adresse pas la parole. Dans la plupart des rêves, le runner ne parle pas au chaser. Ou quand il lui parle, c'est dans la phase de séduction pour obtenir. Et s'il parle, il parle au début du rêve et à la fin du rêve, il l'ignore total, de nouveau. Il y a toujours ce côté très instable du runner qui apparaît constamment dans les rêves du chaser. Pourquoi? Parce que le runner ne travaille pas assez son côté évitant. Et dans son côté évitant, il a toujours besoin, dans sa paranoïa, de tenir l'autre à distance, de se protéger de lui. Donc quand il a, mon Dieu, eu un minimum de rapprochement, vite, il doit la remettre à l'autre bout, il doit s'en éloigner parce qu'il n'a pas envie de donner plus. Il voulait bien recevoir un peu, mais après, non, moi, il n'est pas question que je te donne plus. On en revient à la règle des 3 R. Respect de soi-même, respect des autres, responsabilité de tous vos actes.
Ce trop qui mène au chaos, donc toutes ces expérimentations et tout ce qui va avoir lieu sur le parcours, inévitablement, cet abus d'utilisation de ces méthodes qui sont toxiques envers le chaser va créer un trop qui va mener au chaos. Le chaser va faire une overdose, mais une overdose, mais une overdose de tout ça. Le chaser va avoir cette image de son runner de c'est quelqu'un qui est monstrueusement instable, c'est quelqu'un qui soit ne parle pas et ne sait jamais exprimer quoi que ce soit, soit de toute façon quand il exprime quelque chose, il fait exactement le contraire dans ses actes. Donc le chaser, petit à petit, toutes ces situations vont créer dans sa tête de lui, c'est un personnage très instable, qui vient amener beaucoup d'instabilité dans ma vie. Il ne fait pas d'effort sur lui, il ne fait que m'amener de l'instabilité, et mon Dieu que j'ai pas envie de ça. Je lui ai trouvé des excuses constamment, il m'en a sorti 1001 excuses, j'ai voulu y croire, mais à un moment, je suis obligée de regarder la réalité en face, d'ouvrir les yeux. Tout ça, il a pratiqué l'excusite à foison. Et moi-même, j'ai pratiqué l'excusite envers lui constamment. Je lui ai trouvé 1001 excuses. Donc, je suis devenue facilitateur de sa toxicité. Il ne se remet pas en question, puisque quoi qu'il fasse, je lui passe tout, je lui excuse tout, je lui pardonne tout. Parce que, par amour, je lui pardonne tout. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Il doit y avoir ce respect mutuel. Faites attention à ne pas devenir facilitateur de la toxicité de la personne en face de vous. Que ce soit votre runner, que ce soit vos enfants, que ce soit vos parents, que ce soit un ami toxique, arrêtez de chercher constamment des excuses aux autres et à tout laisser passer sans exprimer que ça, ce que tu viens de faire, me fait du mal. Là, ce que tu viens de dire me blesse. Oui, il faut exprimer quand cela ne vous convient pas, quand cela vous fait du mal. Ainsi, cela permet à l'autre d'être au courant, de pouvoir se corriger, il ne peut pas le deviner, et vous verrez bien s'il en tient compte. S'il n'en tient pas compte, ça pue. Ça pue. Si vous lui faites remarquer plusieurs fois, parce que parfois la personne peut être tellement habituée à ça que zut, j'ai encore oublié, j'aurais pas dû. Ok, on doit être capable de faire preuve de compréhension. Ça dépend quoi, hein, bien sûr, hein, parce que s'il vous a battu, il vous a violé, il vous a tabassé, il vous a trompé, ça c'est quand même des trucs quand même extrêmes. Hein. Mais sur certains sujets, on peut lui laisser un peu de temps, faire preuve de compréhension. À chaque fois, on lui rappelle. Rappelle-toi, il n'y a pas très longtemps, nous avons eu une conversation, je t'ai fait part que ça me blessait, ça me faisait du mal, et là, je vois que tu viens de le refaire. Ainsi, la personne ne peut pas oublier. Elle va être obligée, si elle a un minimum de connexion au cœur envers vous, de se dire, putain, je dois vraiment arrêter de le faire. Là, je viens encore de lui refaire, je lui fais du mal. Par contre, si ça se répète au-delà de 3 fois, non, hein, non. Là, il y a quand même un sérieux problème. Ça veut dire vraiment que la personne, elle est vraiment tellement auto-centrée sur elle qu'en fait, elle ne prend pas en compte vos besoins. Et là, c'est pas possible. Vous n'allez pas subir éternellement à son contact.
On parlera beaucoup des facilitateurs jusqu'à la fin de l'année parce que c'est un réel problème. Vous êtes persuadé que vous agissez bien en laissant tout passer à l'autre, en attendant qu'il se corrige tout seul, sans lui dire, parce qu'à chaque fois vous lui trouvez des excuses, oui mais j'ai peur de le blesser, oui mais si je lui dis ça, ça va lui faire du mal, oui mais je lui ai dit il y a 3 mois, donc il doit s'en rappeler, non mais il va s'en rappeler, ouais il va deviner, ouais non je vais rien lui dire, non. Il n'a pas dû faire exprès. Oui, mais, votre relation est en train de partir en vrille. Car vous-même, vous devenez complice de sa propre toxicité. Donc, inévitablement, vous allez avoir une part de responsabilité dans le fait que votre relation va partir en couille, puisque vous-même, vous ne verbalisez pas. Donc, si vous voulez que votre relation aille sur les bons rails, que les réglages se fassent correctement, un minimum, c'est de savoir verbaliser ce que vous pensez. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Vous ne pouvez pas penser « cette personne m'a fait du mal », en parler à une amie et en parler à vos guides, mais ce que vous avez fait dans la matière, c'est qu'à cette personne, vous lui en avez même pas parlé. Non. Là, souvent, vous-même, vous pouvez vous réfugier derrière des excuses pour ne pas le faire, parce que vous avez peur de le faire, parce que vous ne savez pas comment le faire, parce que vous avez peur que l'autre se vexe et vous rejette. Il y a plein de raisons sous-jacentes à ça, mais ne vous cherchez pas d'excuses et avouez en toute humilité, soit à vos amis ou guides, je ne sais pas comment aborder le sujet avec lui. As-tu une idée? Avec moi, vous pouvez le faire en séance. Et là, je vous donne en général plein de façons différentes d'aborder les choses. Et à chaque fois, vous allez trouver, oui, ça correspond bien à ma personnalité, je choisis cette méthode. Voilà. Donc, vous allez devoir travailler tout ça et vous allez devoir repérer si vous êtes encore facilitateur de personnes toxiques autour de vous. Vous allez avoir des défis autour de ça. Je vous ai fait beaucoup de stories sur Facebook sur les facilitateurs. C'est pas pour rien. Il y avait réellement une raison autour de ça. C'était pour vous permettre d'avoir des petits déclics au compte-gouttes, que vous vous observiez pendant tout le mois d'août sur ce sujet-là. Et là, vous allez réavoir des défis autour de ça et vous allez devoir repérer parfois des personnes en face de vous qui, eux, sont facilitateurs. Mais si vous-même, vous avez été facilitateur, c'est normal qu'on vous fasse revivre en face ce que vous-même, vous avez fait manger aux autres. Imaginons, on va prendre un cas qui se ramène au parcours FG. Le runner est facilitateur de la toxicité de Toxic Mama, de Karmika et parfois de ses enfants qui deviennent déjà toxiques. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de s'investir sur le plan yin. Il y a plein de choses qu'il ne verbalise pas, il veut la paix, il veut que ça aille vite, le contrôlant aime faire les choses de façon superficielle et que ça aille vite. Donc, le runner, en général, là-dessus, il a plein de mécanismes contrôlants, fuyants, évitants, pour pas s'imposer de l'inconfort. Le problème, c'est qu'il ne fait pas le bon investissement, il en paiera les pots cassés après, c'est que ces personnes auront développé de la toxicité. Et il va la subir de plein fouet puisqu'il est aux premières loges. Il va prioriser de faciliter leur toxicité à eux en sacrifiant son chez eux. Voilà, contraction, c'est ce qui se passe sur le parcours. Le runner sacrifie son chaser pour faciliter la toxicité des tierces. Ok. Inévitablement, là,
dans cette situation, il a abîmé quelqu'un. Il a abîmé qui? Il a abîmé le chaser. Il a abîmé aussi les tierces, puisqu'il leur a permis de devenir plus toxiques. Il a contribué à leur faciliter ce développement de toxicité. Ainsi, sur son chemin, le runner va devoir vivre des défis avec tous ces gens-là, qui seront inconfortables pour lui, puisqu'il va voir les dégâts de sa méthode, le trop qui mène au chaos. Il a trop abusé de méthodes qui ne fonctionnent pas, et il obtient le chaos partout. À chaque fois, il obtient du chaos. Inévitablement, dans tout ça, lui-même va devoir manger la soupe qu'il a servie aux autres, contraction, et il va à un moment lui-même devoir être en face de personnes qui vont lui faire vivre ce qu'il a fait à son chaser. C'est-à-dire qui vont préférer, eux, être facilitateurs de personnes toxiques plutôt que de le choisir lui. Et en devenant facilitateur des personnes toxiques, lui sera abîmé dans l'équation. Dans l'équation, c'est lui qui sera abîmé. Normal, c'est pour lui faire revivre ce qu'il a fait subir au chaser. Cela lui permet de payer sa dette. Et, en plus, le fait de subir la situation, d'avoir des déclics et de se dire « Ah oui, c'est vrai que ça fait mal quand on le subit. » Pourquoi? Pour le ramener à cette humilité de « Ah, mais moi je l'ai fait aussi aux autres. C'est mal, oui. » Le but, c'est quand même de le faire quand même un petit peu culpabiliser sur ses comportements toxiques, le reconnecter au cœur envers l'autre, qu'il ait ce déclic de « je n'aurais jamais dû agir comme ça ». Quand on est bourreau, on va devoir revivre la situation en mode victime pour avoir, espérons-le, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, avoir un déclic. Si la personne obtient des déclics, ça veut dire qu'elle est encore capable d'être connectée au cœur. C'est là où on mène un rigide à la guérison. On arrive à reconnecter le cœur du rigide qui est connecté de ses émotions. Mais celui qui n'arrivera pas à se reconnecter aux émotions, il y en aura dans le lot. Là, c'est vraiment des personnes hautement toxiques, où là, ça va être compliqué de reconnecter le cœur. Parfois, cette reconnexion au cœur, les prises de conscience ne passent que par la situation de soi-même subir en souffrance ce que l'on a fait subir aux autres. Donc, arrêtez de trouver des excuses aux persécuteurs. Et c'est là où va être toute la complexité dans ces défis, c'est que vous allez devoir être capable d'être dans la connexion au cœur, d'être en compassion, mais pas avec tout le monde. Et de là, tout ce que l'on a appris dans tous ces mois qui ont précédé, dans tous les portails qui ont précédé, sera utile. Parce que c'est dans tout ça que on va voir ce qu'il y a de guéri en vous, parce que plus vous êtes guéri et plus vous arrivez à analyser et voir avec qui être dans la compassion et avec qui ne pas l'être. Donc en fait, tout ce que vous avez appris est utile pour cette analyse avec cohérence, et c'est là-dessus où vous serez observé. Sur arrivez-vous à avoir le comportement juste et adéquat au cas par cas. Ce qui permettra un peu à vos guides respectifs de voir où en est votre rigidité. Parce que le rigide agit toujours de la même façon avec tout le monde. Je pense que dans les prochaines révisions, on révisera quelques vidéos du portail du rigide, qui sont des vieilles vidéos. Voilà.
On va visiblement lire un petit extrait de livre. Un petit extrait de livre. Donc, le passage est « Comment rester soi-même tout en étant avec les autres ? Comment être avec les autres sans cesser d'être soi-même ?» Cette question est souvent réglée par la violence, soit la violence extériorisée, je force l'autre à faire ou à être ce que moi je veux qu'il soit, soit la violence intériorisée à l'intérieur de nous. Je me force à faire ou à être ce que l'autre veut, et cela parce que je me laisse piéger par la pensée binaire. Rappelons les 4 mécanismes qui génèrent de la violence. Les jugements, les étiquettes, étiquettes catégories, d'accord? Les croyances, a priori préjugées, et la pensée binaire. La pensée binaire, c'est soit le soit, ou, voilà. Le langage, mais aussi le langage déresponsabilisant, ça fait aussi partie des 4 mécanismes. Donc on répète les 4 mécanismes qui génèrent de la violence. Les jugements et étiquettes. Ça, on l'a beaucoup travaillé avec les fléchettes, vos a priori, tout ça. Donc là-dedans, vous avez les jugements, les étiquettes, les catégories, mettre les gens dans les cases. On y a beaucoup travaillé, ça fait partie de la violence du rigide. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui est croyance, a priori, préjugés. Ça, on en parle beaucoup dans les vidéos également. Il y a aussi la pensée binaire, le fait de ne pas être dans la loyauté et ET, hein, c'est soit ou, voilà. On l'a beaucoup travaillé dans la loyauté et ET par d'autres biais, d'autres portails. Et il y a aussi le langage déresponsabilisant. C'était aussi une thématique qui a été énormément abordée, de se victimiser, de ne pas endosser ses responsabilités, de ne pas regarder les conséquences, bla 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 bla. D'accord? Bon. Voici l'illustration, à mon sens, la plus répandue. Donc ça, c'est pas moi qui ai écrit cet extrait. Donc à mon sens, c'est qui a écrit ça? Thomas Dansembourg dans Cessez d'être gentil, soyez vrai. Voici l'illustration, à mon sens, la plus répandue de la violence et de la pensée binaire. C'est quoi? C'est la croyance tragique que pour prendre soin des autres, il faut se couper de soi. Les 2 conséquences de cette fameuse croyance sont les suivantes. Petit 1. Si nous nous occupons de nous, cela veut dire que nous nous coupons des autres. En résulte alors l'impressionnante contamination des cœurs par la culpabilité, parce que nous n'en faisons jamais assez pour les autres, même si nous sommes à bout. Voilà, c'est qu'en fait, on va toujours culpabiliser de ne pas faire passer les autres avant. On va s'user jusqu'à être à bout pour donner, parce qu'on se dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Ah oui, mais je dois faire ça. On trouve toujours des excuses à l'autre. Et ça, mon Dieu, que le chaser le fait avec son runner 1001 fois sur le parcours. La chaser culpabilise à chaque fois de se choisir. Elle donne jusqu'à en être à bout, jusqu'à se détruire elle-même. Et dès que nous prenons un instant de répit, quelques minutes de grasse matinée, de sieste, quelques heures pour nous dans la semaine, quelques jours de vacances pour se reposer, nous sommes rongés par la mauvaise conscience. Comme si c'était mal. La deuxième conséquence, c'est si nous voulons, malgré la culpabilité, arriver à nous occuper de nous, nous croyons qu'il faut nous couper des autres. C'est-à-dire s'isoler dans un coin, ne plus les voir, ne plus leur parler, ce genre d'extrémisme. En résulte donc beaucoup de ruptures, beaucoup de séparations, de divorces, de fuites et d'enfermements, parce que, tout simplement, je ne parviens pas à rester moi-même tout en étant avec l'autre. Donc, je me sépare. Ça, le runner va le faire 1001 fois à sa chaise.
C'est pour ça qu'il fait autant d'allers-retours. Dans le chemin vers l'autre, nous ne pouvons faire l'économie du chemin vers soi. Oui, il faut aller regarder pourquoi est-ce que j'agis comme ça. C'est pas logique, c'est un peu extrémiste. Donc, il faut quitter la pensée binaire. Elle n'est pas bonne, la pensée binaire. C'est le côté extrémiste du rigide. Le rigide qui ne s'est jamais pensé dans le EET. C'est tout ou rien. C'est tout blanc, tout noir. Nous sommes donc invités à quitter la pensée binaire représentée par l'emploi des « ou », l'emploi des « soit », pour entrer dans la pensée complémentaire exprimée par le « EET ». Ça, je vous en parle quand même drôlement. Et j'ai besoin d'être en relation avec l'autre et j'ai besoin d'être en relation avec moi. Pas une relation avec l'un ou l'autre, mais une relation avec l'un et l'autre. Ainsi, pour éviter la violence de la pensée binaire, qui nous entretient dans la coupure, dans la séparation, dans la division, nous avons tout intérêt à bien connaître nos besoins, à les identifier les uns par rapport aux autres, à dégager des priorités de façon à devenir de plus en plus à même de comprendre les besoins de l'autre, d'accueillir ses priorités à lui, d'accueillir, c'est-à-dire de savoir l'entendre, accepter ses besoins, et d'acquérir petit à petit plus d'aisance pour traiter avec souplesse cette matière avec lui, c'est-à-dire ensemble. On voit comment faire ensemble. J'ai entendu tes besoins. On va gérer ça ensemble, tout en étant dans la loyauté EET, dans le respect de soi et de l'autre, la règle des 3 R, le EET, EET. Tant que nous n'avons pas conscience de nos besoins, nous avons peu d'aisance pour en parler. Oui, vous savez rien exprimer et l'autre ne va pas deviner ce que vous n'exprimez pas. Et encore moins pour réussir à les négocier avec l'autre. Nous en arrivons donc vite à imposer nos solutions, à nous soumettre à celles des autres, ou encore à adopter toutes sortes de compromis. Des compromis entre ces deux extrêmes, domination, soumission. Nous pouvons par exemple alors nous entretenir dans les rapports suivants. Rapport de séduction, mi-pouvoir sur l'autre, mi-dépendance vis-à-vis de son appréciation. Le rapport d'argumentation, qui a tort, qui a raison, je suis accro du dernier mot. Le rapport de comparaison, qui est ou fait mieux, qui est ou fait moins bien. Je délègue à d'autres le pouvoir de déterminer ce qui est bien ou pas bien, ou j'en décide et je soumets l'autre à ma façon d'être ou de faire, ou je me soumets à la façon d'être ou de faire de l'autre. Le rapport de calcul, il ou elle a plus ou moins que moi, j'obtiens, je gagne plus ou moins, je ou tu fais plus ou moins que toi ou moi, etc. Dans tous ces types de rapports, nous ne sommes pas encore un être libre et responsable. Nous sommes encore dépendants. Nous n'agissons pas complètement par goût, par envie de donner, de contribuer, de partager, mais par peur de manquer. C'est de la stratégie. Par peur de perdre, par peur d'être perdu. L'intention n'est pas la même. C'est une intention égotique. Il m'apparaît ainsi de plus en plus que la liberté et la responsabilité dans nos rapports humains, à commencer par le rapport avec nous-mêmes, supposent la bonne compréhension de nos besoins mutuels. Donc il faut déjà que vous sachiez vous connaître, que vous vous connaissiez suffisamment. Donc si vous êtes toujours dans les compensations en train de courir ou d'être un caméléon, vous risquez peu
d'avoir appris à vous connaître. C'est pour ça que sur le chemin, on va à un moment arrêter de vous laisser courir dans tous les sens, de fuir dans l'hyperactivité ou les compensations, et surtout on va arrêter de vous laisser jouer au caméléon. Et vous devez être capable d'avoir de l'écoute et de la connexion envers l'autre, d'être capable d'être connecté au cœur envers l'autre, d'être dans la loyauté et donc d'avoir réglé vos parts narcissiques de dalidite, voilà, auto-centrées sur vous. On va revenir sur un petit passage de cet extrait. Je vais le relire plus calmement. Pour éviter la violence de la pensée binaire qui nous entretient dans la coupure, la séparation et la division, nous avons tout intérêt à bien connaître nos besoins, à savoir les identifier les uns par rapport aux autres, à dégager des priorités, de façon à donc devenir de plus en plus à même de comprendre aussi les besoins de l'autre, d'accueillir ses priorités à lui aussi, et d'acquérir alors petit à petit plus d'aisance pour traiter avec souplesse cette matière avec lui, c'est-à-dire mes besoins et tes besoins. La globalité de ça. Tant que nous n'avons pas conscience de nos besoins, nous allons avoir peu d'aisance pour en parler et encore moins pour les négocier avec l'autre. Oui, vous n'allez pas savoir communiquer dessus si vous déjà, vous ne mettez pas les bons mots, vous ne les connaissez pas, vous ne vous connaissez pas, ça va être un gros bordel. Vous allez être instable et l'autre va subir votre instabilité. Nous en arrivons dans ces cas-là, quand on ne sait pas communiquer, à imposer nos solutions, à nous soumettre à celles des autres, donc à slalomer entre domination-soumission, qui sont deux extrêmes qui sont dysfonctionnels. Et quand vous slalomez entre ces deux extrêmes, domination-soumission, c'est là où vous allez dans vos relations humaines entretenir différents rapports. Et vous allez voir que ces rapports, c'est les rapports contrôlants. Petit 1, le rapport de séduction. Cette séduction entre le pouvoir sur l'autre, mais aussi la dépendance vis-à-vis de ce qu'il pense, de son appréciation, de son regard. Voilà. Donc, je te séduis pour que tu m'aimes, pour t'avoir, pour avoir du pouvoir sur toi, pour que tu m'aimes. Voilà, vous voyez ce rapport de séduction qui est toxique parce qu'il est stratégique. Il est dans le but de, parce qu'il y a une peur du manque qui se cache en dessous. On n'est pas dans un partage. L'intention, c'est la peur du manque. Le deuxième type de rapport, c'est le rapport d'argumentation. Qui a tort, qui a raison? Je suis accro au dernier mot. Et là, il y a encore un jeu de pouvoir qui est malsain. Pourquoi? Parce que là aussi, en dessous, on n'est pas dans cette notion de partage, on est dans une notion de j'ai peur de manquer d'eux. Donc, je dois avoir le dernier mot. Et il n'y a pas de je te comprends et moi aussi je me comprends, mais en fait, voilà, il n'y a pas de EET, c'est qui a tort, qui a raison. D'accord? Tu as tort, j'ai raison. J'aurai le dernier mot. Vous voyez? C'est encore un rapport toxique. Le troisième rapport, c'est le rapport de comparaison. On est toujours en train de comparer le concours de bits. Qui est ou fait mieux que l'autre? Qui est ou fait moins bien que l'autre? Et dans ce rapport de comparaison, je délègue à d'autres le pouvoir de déterminer ce qui est bien ou pas bien. Ça, vous pouvez, ne déléguer pas ce pouvoir à n'importe qui.
N'allez pas le déléguer à qui que ce soit dans votre entourage. Contraction. Vérifiez au pendule avec vos guides. C'est eux qui savent vous dire si ce comportement est bon ou pas. Quand vous avez grandi dans une famille et un environnement qui fonctionne toujours de cette façon toxique, alors qu'on ne fonctionne pas du tout comme ça dans les autres sphères relationnelles en dehors de votre famille, vous pourriez croire que c'est normal d'agir de la sorte. Pas du tout. C'est pas parce que vous avez l'habitude de ça, que vous n'avez connu que ça, cette façon. Tout le monde pratique ça. Parfois, quand vous sortez de votre secta familia, les gens sont choqués de voir comment vous agissez, parce que chez eux, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et vous, vous êtes là, ah bon? Ah, mais moi, je pensais que tout le monde faisait ça. Non. Vous voyez un petit peu? Donc, le seul avis intéressant, c'est celui des guides. D'accord? Donc, par rapport à ça, je délègue à d'autres le pouvoir de déterminer ce qui est bien ou pas bien. Non, non, surtout pas, ça c'est dangereux. Hein. Ou moi-même, j'en décide, dans mon nombrilisme et mon narcissisme, c'est moi qui décide de ce qui est bon ou pas. Oui, oui, c'est toi qui fais ta loi. Non, il y a une justice divine et il y a quand même un minimum de règles. C'est comme en France, il y a une justice. C'est pas chacun qui décide de ses propres lois. C'est très narcissique, c'est très je sais, et c'est très dictateur, ça. Vous ne pouvez pas imposer vos lois. Il y a des lois pour vivre ensemble. Et donc là, dans ce côté, c'est moi qui décide de ce qui est bon ou pas bon, je soumets l'autre à ma façon d'être ou de faire, ou, dans la soumission, je me soumets à la façon de faire, d'être ou de faire de l'autre. Si on prend le parcours FJ, le runner décide à la place du chaser de ce qui est bon ou pas bon pour lui, contraction, et il soumet le chaser à là on va se voir, là je vais te ghoster pendant 3 mois, là je reviendrai avec la fleur entre les dents et je te reghosterai pendant 6 mois, et je reviendrai l'air de rien et je te reghosterai encore. Il soumet le chaser. Et le chaser, lui, il aime tellement, il a tellement peur de perdre que, allez, à plat ventre, il se soumet à la façon de faire ou de l'autre. Donc là, on a vraiment les deux cas de figure qui sont énormément apparents dans le parcours FJ. Et observez en dehors de votre parcours FJ comment vous faites dans votre famille, dans vos relations amicales, avec les gens qui gravitent autour de toi. Le 4e type de rapport de pouvoir dans les rapports humains, c'est le rapport de calcul. On mesure tout. Il ou elle a plus ou moins que moi. Il a une voiture et moi j'en ai pas. Et lui il a une belle maison et moi j'en ai pas. Et lui il fait 5 kilos de moins que moi. Et lui et elle a une belle chemise et moi j'en ai pas. Nanani naner. C'est la jalousie. Voilà, c'est il ou elle a plus ou moins que moi. Je veux obtenir, j'obtiens, je gagne plus ou moins, je ou tu fais plus ou moins que toi ou moi, voilà, c'est encore de la comparaison, c'est du calcul, c'est pète couille. Tout ça va ternir vos relations. Pourquoi? Parce que dans ces 4 types de rapports que nous venons de voir, nous ne sommes pas encore un être libre et responsable. Nous sommes encore dépendants. Nous n'agissons pas complètement par goût de donner, par envie de donner, par le plaisir de donner. Non. On n'est pas dans le plaisir de contribuer. On n'est pas dans le plaisir de partager. On agit par peur de manquer, par peur de perdre, par peur d'être perdu. Et donc, entre l'intention de cœur et l'intention égotique, ça ne va pas du tout. Si ce qui vous nourrit de base, c'est l'intention égotique, ça ira dans des rapports de force. Si vous faites les choses par peur de manquer, vous serez contrôlant. Vous envahirez trop l'espace de l'autre. Comme le chaser,
tant qu'il n'a pas réglé sa dépendance affective, tant qu'il a peur de manquer de son runner, il va se soumettre, ou il sera trop étouffant par peur de manquer. Il m'apparaît ainsi de plus en plus que la liberté et la responsabilité dans nos rapports humains, à commencer par le rapport avec nous-mêmes, suppose la bonne compréhension de nos besoins mutuels. Et c'est donc un extrait de Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas Dansembourg. C'est un livre dur à lire, c'est pour ça que parfois de vous décortiquer des passages comme ça et prendre le temps vous permet d'être sûr que vous avez bien compris certains passages, car souvent quand vous lisez le livre, vous êtes obligé de lire trois fois la même page pour vraiment bien comprendre chaque mot, car lui, il décortique pas tout en fait. Parfois dans une phrase, vous avez 5 messages. Vous avez vu le temps que j'ai mis à vous décortiquer ça? Donc c'est un livre qui demande beaucoup de concentration. En général, vous ne pouvez pas lire plus de 1 ou 2 pages par jour, parce que vraiment, il faut vraiment lire chaque mot. Hein, voilà. Voilà pour ça. Je pense que j'ai assez tout décortiqué. Là-dedans, il y a beaucoup d'excusites, vous voyez. Inévitablement, j'espère que vous aurez eu beaucoup de compréhension dans cette vidéo et que vous aimez cette vidéo. Je vais vous laisser pour aujourd'hui et puis j'espère que vous avez eu plaisir à écouter cette vidéo. Attention, il y a des vidéos sur lesquelles les statistiques sont mauvaises. C'est-à-dire que visiblement, je vous soupçonne d'avoir été nombreux à pas les avoir regardés. Soit parce que vous étiez en vacances et que vous avez loupé des vidéos, soit que vous avez trié sur le volet en fonction des titres. Bon voilà, les guides vous ont vu faire. Je vais éventuellement vous remettre sous cette vidéo peut-être 5 vidéos où les statistiques sont pas terribles. Ça veut dire que vous les avez pas assez regardées, ces vidéos-là. Donc je vous les remettrai pour être sûr que vous n'êtes pas passé en travers, parce que vous avez quand même eu les défis sur le terrain sur ces vidéos-là. Donc, inévitablement, peut-être que vous comprendrez pourquoi vous avez vécu certaines situations et pourquoi vous avez loupé ces défis. Belle journée et à bientôt!